Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bienvenue donc à cette autre édition de Regards sur les communes. Regards sur les communes, ce soir, une thématique centrale pour vous permettre tout au moins, en 90 minutes chrono, de maîtriser la problématique qui semble être centrée sur des problèmes d'assainissement et de gestion durable des infrastructures communales. Nous allons nous apaisantir ce soir avec nos experts déjà sur ce plateau. Certainement pour le meilleur de l'actualité, je voudrais le croire. Nous allons les présenter sur ce plateau. Alors, nous commençons par le bleu. Le bleu, c'est bel et bien Désiré Elmouga, ingénieur environnementaliste. Il est à mon extrême droite. Désiré, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir Pépin et bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à vos nombreux éditeurs. Merci. Merci de nous rejoindre ce soir. Nous espérons mieux que vous allez faire valoir votre expertise pour nos téléspectateurs qui prennent déjà du goût pour cette émission de Regard sur les communes, qui est d'ailleurs suivie à travers tout le monde entier. Je vous assure, croyez-moi. Tout le plaisir, c'est le mien. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Vous officiez également, vous êtes cadre d'une structure que je ne voudrais pas appeler sur ce plateau de peur de faire de la publicité. On en verra dans les prochains jours. Nous allons accueillir également le reste de nos invités. Talon Tobou, Luc René, expert environnementaliste, lui aussi, déjà connu des téléspectateurs des Regards sur les communes. Talon, bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir. Bonsoir Raoul et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir aux copanélistes. C'est toujours un honneur et un réel plaisir de se retrouver sur votre plateau afin que l'on puisse toucher du doigt des questions qui touchent nos populations au quotidien. Et comme j'ai l'habitude de le dire, apporter notre modeste contribution pour que ces populations, par elles-mêmes, se prennent en main en matière d'assainissement et aussi relever en quelque sorte nos magistrats municipaux et tout leur staff afin qu'ils puissent inscrire la question d'assainissement en lettres d'or dans leurs différentes planifications tant annuelles que peut-être quinquennales dans leurs différents mandats. Quand vous prenez la parole, vous ne voulez plus la laisser, hein? Vous avez l'air de vouloir vider votre contenu à la première minute. Non, pas du tout. Non, calmez-vous. Prenez votre mal à patience. Vous en aurez suffisamment pour vous exprimer ce soir. Monsieur Talon Tobou, le René, expert environnementaliste, merci de nous rejoindre également ce soir. Votre cravate rouge, j'ai envie de dire, ça me rappelle quand j'étais encore à la CIL. On s'habillait comme ça avec des... On appelle ça quoi, les nœuds? Les nœuds papillons rouges. Sauf que ça ressemble à un sectarisme, hein? J'avoue que ça me fait peur sur ce plateau. Pas du tout. C'est vraiment ce qui ressemble à ce que vous avez vu à l'école primaire. En tout cas, je vous accorde le bénéfice du doute. Nous allons acquérir le troisième invité sur ce plateau, notre consultant permanent, il faut le dire, Basile Togo, juriste, expert sur des questions de développement. Basile, bonsoir et merci de nous rejoindre également ce soir. Bonsoir Raoul, bonsoir à tous mes copanélistes. Bonsoir aux millions, n'est-ce pas, de téléspectateurs de Dash Télévision. C'est un réel plaisir d'être encore invité sur ce plateau à le faire, n'est-ce pas, de donner de notre au sien, du nôtre, n'est-ce pas, à toutes ces populations qui nous suivent, à tous ces magistrats municipaux, à le faire, n'est-ce pas, de participer de manière ardente, n'est-ce pas, à l'édification de la décentralisation dans notre pays. Très bien. Nous allons donc planter le décor avec ce reportage qui nous vient du Sénégal et nous allons suivre avec beaucoup d'attention. On parle là de l'entretien des infrastructures au centre d'ailleurs d'une concertation qui a eu lieu avec des experts venus du pays. Je vous suggère de suivre avec beaucoup d'attention. La session de formation au profit des secrétaires municipaux revêt pour le projet épice communautaire un enjeu majeur au moment où toute la question de la maîtrise d'ouvrage est assurée par les exécutifs locaux. Travailler avec les secrétaires municipaux venant d'une trentaine de collectivités territoriales pour leur donner quelques éléments de base sur ce qu'ils doivent savoir sur la maintenance et l'entretien, mais surtout sur une approche de gestion de qualité. Les contenus de cette session judicieusement choisis ont permis une amélioration des connaissances dans un domaine très dynamique d'entretien et de maintenance des ouvrages ruraux. Au sortir de cette formation, vraiment nous avons acquis beaucoup de connaissances, surtout concernant la gestion des pistes qui ont été réalisées pour chacune des communes. Nous sommes sortis vraiment outillés et encore renforcés
dans notre travail de chaque jour au niveau des collectivités locales. La mise en œuvre de cette session de formation démontre toute la vitalité du partenariat entre le Centre de formation et de perfectionnement des travaux publics avec le projet Pistes communautaires. C'est globalement un partenariat qui a pris en charge vraiment tous les aspects liés à la formation, au renforcement de compétences des acteurs qui œuvrent dans le projet de Pistes en appui au PNDL. Les collectivités territoriales ont un rôle essentiel à jouer dans la promotion de la durabilité des ouvrages. Des outils essentiels et utiles sont mis à leur disposition pour une amélioration continue des pratiques. Retour donc sur ce plateau. Basile Togo, peut-être une première réaction en rapport avec ce reportage qui forme quand même des acteurs qui devraient en principe s'assurer non seulement de l'assainissement, mais de la gestion minutieuse des infrastructures communales. Oui, avant de donner mon point de vue sur cette émission, sur ce reportage, permettez-moi de situer exactement ce que nous appelons par structure, infrastructure communale. Il faut dire que l'infrastructure, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des installations, des équipements nécessaires à une collectivité territoriale. Donc, c'est ça qu'on appelle infrastructure. Et parmi les infrastructures, nous pouvons citer les routes, nous pouvons citer des ponts, nous pouvons citer des écoles, nous pouvons citer des marchés que nous connaissons communément. Nous pouvons aussi citer les jardins publics, nous pouvons citer l'éclairage public qui relève, n'est-ce pas, des infrastructures qui constituent le patrimoine, ou bien qui constitue, n'est-ce pas, constitutif d'une communauté territoriale. Donc, voilà un peu exactement ce que nous pouvons... D'une collectivité territoriale. Tout à fait. D'une collectivité territoriale. D'une collectivité territoriale, tout à fait. Donc, voilà un peu les différentes infrastructures que nous retrouvons dans une collectivité territoriale. Et il faut dire que le cadre juridique qui va meubler, n'est-ce pas, notre analyse va être porté sur la loi numéro 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées dans son article 9 et dans son article 17. L'article 9 dispose que les mairies, les collectivités territoriales disposent d'un patrimoine qui leur est donné par l'État. Et l'article 17, n'est-ce pas, dispose que l'État transfère certaines compétences aux collectivités territoriales, notamment dans le domaine du développement économique, dans le domaine du sanitaire, dans le domaine éducatif, dans le domaine social, dans le domaine sportif. Voilà un peu les éléments que nous allons citer avant, n'est-ce pas, que nous puissions arriver, n'est-ce pas, sur les éléments concrets qui vont nous édifier à mieux appuyer Est-ce qu'il y a une nécessité de former les acteurs dans l'entretien de ces infrastructures que vous venez de citer tout à l'heure? Au regard de l'importance, n'est-ce pas, de ces infrastructures pour les populations, il est nécessaire, plus nécessaire même que toute autre chose, de former ces personnes qui sont en charge de l'entretien des équipements, des infrastructures dont nous avons cité tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de le faire? Parce que cela nécessite une certaine compétence pour entretenir ces infrastructures. Et il faut savoir qu'en termes d'infrastructures, les infrastructures qui peuvent nous être très utiles ici pour que nos populations puissent mieux être outillées, ce sont les marchés. Donc, parce que si nous allons dans le cadre général en citant toutes ces infrastructures, nous n'allons pas arriver au regard du temps qui nous est imparti. S'il vous plaît, avant d'atteindre le marché, vous avez quand même, il y a une multitude d'infrastructures qui doivent notamment le curage des caniveaux, bien tout sont des infrastructures communales. Oui, nous avons cité tout cela. Ainsi que les routes. Quand vous parlez des marchés semblent même être très loin dans la classification des infrastructures qui semblent être intéressantes et qui doivent être entretenues. Les marchés, pourquoi? Parce que c'est ce que nous avons au quotidien, c'est là où nous allons au quotidien. Très bien, je vous le dis, je vais vers les techniciens maintenant. Je prends l'ingénieur qui est avec nous, Désiré Ilouga, ingénieur environnementaliste. Dites-nous un peu, en quoi l'entretien de ces infrastructures paraît important? Alors, merci bien de me passer la parole. Vous savez, le Cameroun n'est pas un État à part. Le Cameroun est un État qui œuvre comme d'autres pays. Nous avons eu à signer plusieurs chartes. Nous avons été à 92 à la conférence de Rio de Janeiro, où le Cameroun a eu à signer une charte, une convention qui permettait à mettre sur pied une politique interne sur la gestion de l'environnement. Et donc, par conséquent, comme tout pays qui voudrait
avoir un développement durable, il faudrait vraiment que, l'État, à travers les communes, puisse mettre en place des politiques optimales et rationnelles sur la gestion. Alors, il faut dire les communes, pas l'État, parce qu'il y a décentralisation, ça veut dire que les pouvoirs sont déjà restitués. Oui, c'est vrai, mais bon, nous sommes encore dans... Restons dans le cadre de la décentralisation, je vous en prie. Tout à fait. Donc, les pouvoirs sont restitués aux communes et parler des magistrats municipaux, c'est beaucoup mieux comme ça. Tout à fait. Alors, le consultant parlait tout à l'heure des compétences. Malheureusement, j'aime à dire que le transfert de compétences dans le cadre de la compréhension et la gestion de l'environnement est encore un peu tardif et tend encore un peu à battre de l'aile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le domaine de l'assainissement, il faut dire que, on peut se dire que vraiment, c'est l'assainissement hier, au niveau des communes. Ça, c'est la grosse question. Parce que si on part sur le principe que l'assainissement, c'est une démarche qui voudrait promouvoir la santé de l'environnement à partir d'un certain nombre de causes, on comprendra que véritablement tous nos marchés, toutes ces infrastructures dont on cite là, il y a lieu de se poser la question si l'assainissement tel que nous le préconisons vraiment est mis en place. Donc pour moi, le domaine tel que je voudrais répondre à votre question maintenant pour dire que la notion de l'assainissement et l'entretien des ouvrages ou alors des infrastructures au niveau des communes, pour moi, c'est un pas. C'est un pas qu'il faudrait vraiment pouvoir prendre comme étant un élément fédérateur pour les communes. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces employés ou de ces personnes qui se trouvent dans nos communes aujourd'hui ne sont pas expérimentés, n'ont pas de formation adéquate, n'ont pas véritablement une politique qui est véritablement visible sur le terrain. Donc, je pense qu'il est de bon augure qu'on ait par exemple des accords participatifs avec des experts et ces différents... Est-ce que ça nécessite une formation? Ça nécessite, en plus d'une formation théorique, mais en plus une formation pratique sur le terrain. C'est tout ce qu'on appelle formation, que ce soit théorique ou pratique, tout cela. Vous savez, aujourd'hui, dans le cadre de l'environnement, on trouve un peu de tout. On trouve un peu de tout. Nous avons des personnes qui font dans l'assainissement exclusivement, des personnes qui font dans la collecte des déchets exclusivement, des personnes qui font dans l'écologie et la botanique exclusivement. Mais maintenant, il faut savoir dans quel pan se situer. Nous parlons des infrastructures communales. Ne sortez pas de cette... Tout à fait, tout à fait. Nous, dans ces infrastructures, nous avons des jardins publics. Tout à fait. On parle des infrastructures communales, oui. Nous avons des jardins publics qui sont parfois dégradés. Oui. Alors, est-ce que nous avons des experts au niveau de nos communes capables de pouvoir prendre en main des paysages vraiment dégradés comme nos jardins publics? Parfois, il peut m'avoir ces experts, mais est-ce que le mouvement est suivi? C'est peut-être là la question. Parce que nous pensons quand même que ces communes fonctionnent avec un certain nombre d'expertises qui, parfois, sont pris à la légère. On parle de manque de moyens très souvent. Mais est-ce que le mouvement y suit? C'était peut-être là. Il fallait y aller. Le mouvement ne suit pas. Pourquoi? Parce que tout est politisé. Alors, si on essayait un peu de mettre de côté, d'une part, la politique et de l'autre côté, la technicité, là, on trouvera la réponse à votre question. Pourquoi? Parce que ces personnes qui sont là aujourd'hui, je peux me dire, je peux le dire à haute voix, en prenant sur moi la responsabilité, et dire que là, tout un chacun qui se met au niveau de la commune cherche juste un positionnement. Alors, le positionnement n'est pas seulement de façon générale, mais c'est de façon personnelle. Parce que j'ai travaillé pendant longtemps avec certains agents de la commune, et je peux faire taire le nom de la commune, sur la gestion des déchets dans l'une des plus grandes communes de Douala. Mais je me suis rendu compte que non seulement la plupart des personnes ne maîtrisaient pas déjà la petite portion de tri à la base, comprenez, mais également ne maîtrisaient pas également leurs infrastructures, parce que le consultant a oublié, il y a également la notion des drains. Les drains également font partie des infrastructures de la commune. Effectivement. Vous voyez. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le long des drains, nous avons plusieurs drains à Douala. Je peux les lister, nous avons 10 drains à Douala. Et ces 10 drains, vous allez Tongo Bassa, vous avez Mbopi, vous avez Ngoa. Tellement de drains ne sont même pas meublés par les bacs à ordures. Vous comprenez? Mais vous allez voir toute une structure qui s'occupe exclusivement des drains. Ils disent de l'assainissement. Comment assainir un drain quand vous n'avez même pas déjà un bac à ordures tout au long d'un drain? Pour combien d'habitants?
et pour quelle capacité du bac à ordures. Vous comprenez qu'en plus de je forme de renforcement des capacités, mais il faut aussi la sensibilisation au niveau même déjà de tous ces organes qui entrent au sein des mairies quotidiennement. Alors, Tobou, peut-être vous allez aller dans la même lancée? Je voudrais rester dans la même lancée tout en prenant des cas un peu plus spécifiques pour que nos téléspectateurs puissent mieux comprendre. Parce que le débat tourne autour de l'assainissement et la gestion durable de nos infrastructures communales. Tout à fait. Donc, quel est le lien entre les deux concepts? Le lien, en fait, vient du fait que nous avons au sein des structures de nos communes ce que vous avez appelé infrastructures. Dans le cas des infrastructures, nous pouvons prendre le cas des infrastructures routières de façon spécifique. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, pour ce qui est des questions de développement durable, les projets font l'objet de ce qu'on appelle les études d'impact environnemental et social. Dans ces études, on préconise le transfert de compétences. Ça voudrait dire, après la construction d'une œuvre d'art, on transfère les compétences aux communes au travers de ces différentes formations qu'on a vues dans le reportage, pour que ces communes restent à entretenir ces infrastructures. Mais la question, c'est de savoir, au-delà de la formation, sur le plan concret, quel est le fonds alloué à l'entretien de ces infrastructures? Lorsqu'on a conçu une route de 10 milliards, il faudrait 2% du budget, de ce même budget, pour l'entretien de cette route chaque année. Est-ce que nos collectivités territoriales ont ce budget? Est-ce que l'État central déploie, après la construction de cette voie, ce budget pour qu'on puisse entretenir? C'est vrai que le ministère des Travaux publics offre, je crois, 26 millions de francs CFA par trimestre pour essayer, n'est-ce pas, d'ouvrir des pistes pour entretenir les routes rurales cette fois-ci. Bon, ça, c'est l'entretien des routes rurales. Oui. Et généralement, c'est l'entretien quelquefois sporadique, parfois plus ou moins organisé. Parce que vous allez voir, on parle de l'entretien d'une route, c'est en pleine saison pluvieuse qu'on décaisse les fonds pour qu'on puisse aller faire un bourbier qui ne doit pas servir à grand-chose. Si je prends quelques cas, le cas de Bafoussam, vous allez voir à Bafoussam, des routes nouvellement construites, c'est vraiment une nouvelle technologie dans notre contexte. On appelle ça le béton au rouleau compacté. Ce n'est pas du bitume, ce n'est pas de l'enrobé qu'on rencontre chaque jour. Donc c'est en quelque sorte du béton qu'on n'a pas mis beaucoup d'eau, on a déroulé sur la chaussée et on a compacté. Le problème donc avec ce type de chaussée, ce n'est pas en lui-même une mauvaise politique ou bien ce n'est pas en lui-même quelque chose qui n'est pas durable. C'est une route durable, sauf que ça nécessite un entretien encore plus minutieux que nos routes jadis connues, à l'instar des routes bitumées. Je dis ça pourquoi? Parce que vous vous rendez compte sur ces chaussées, c'est sous forme de plaquettes. Ça voudrait dire découpé en forme de plaquettes. Et pour peu que l'eau stagne sur une chaussée et ça passe en dessous de ces plaquettes, ça va déstabiliser toute la couche. Et avec le temps, vous allez voir des poches se former et toute la structure va se dégrader. Revenons ici sur notre route, sur nos routes ici à Douala. Si vous quittez de PK14 jusqu'à Dokoti, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être vous-même vous avez déjà fait le reportage sur ce tronçon en ce moment. Tous les usagers de la route quittent la chaussée pour faufiler dans le quartier parce que la chaussée est impraticable. En restant dans la conception même de cette chaussée, comment vous imaginez qu'on peut concevoir une chaussée comme la route qui tend de Dokoti jusqu'à PK14 sans intégrer le plan assainissement en avant? Dans la mesure où, dans les points bas, ça voudrait dire les vallées, est-ce qu'on a créé des dallos? Les dallos, c'est des formes de petits ponts qui permettent de canaliser des grandes quantités d'eau afin que ça ne stagne pas. Nous n'avons pas de dallos là. Et quand bien même les eaux sont canalisées à travers les caniveaux communément appelés rigoles, est-ce que ces caniveaux sont fonctionnels? Non. Ces caniveaux ne sont pas fonctionnels, donc l'eau revient sur la chaussée. Et quand bien même l'eau veut quitter sur la chaussée pour rentrer dans le caniveau, il y a ce qu'on appelle l'avaloir. L'avaloir prend l'eau sur la chaussée pour envoyer dans la rigole. Maintenant, cet avaloir est bouché.
Donc, l'eau quitte du haut, ça n'a pas de rigole ou circuler. Quand bien même la rigole existe, la valeur qui va permettre de canaliser l'eau pour être recueillie dans la rigole est bouchée. Total de course, tous ces eaux se retrouvent dans le bas-fond. Ça veut dire le point bas de la route. Ça stagne 2, 3, 4 jours, 4 mois, ça dégrade la chaussée. La chaussée qu'on vient de dépenser des milliards pour pouvoir construire, en un laps de temps, vous avez besoin de 6 mois seulement, ça se dégrade carrément. Vous allez demander peut-être si le projet avait été bien conçu, si l'entreprise avait bien réalisé. Non, l'entreprise avait respecté le cahier de charge. Et si cette route avait été entretenue conformément au plan d'assainissement, on n'en serait pas là. Mais est-ce que donc les communes ont un budget qu'on déploie de façon systématique, ne serait-ce pour le curage des caniveaux? Je pense que non. Alors, ça veut dire que l'entretien semble coûter même plus cher que la réalisation, puisqu'il faut entretenir constamment. L'entretien, je vous ai parlé de 2%. 2% ne coûte pas assez cher. Oui, tout à fait, mais ça veut dire que continuellement, ça risque de devenir encore plus coûteux au fil du temps. Au fil du temps, pour que ça devienne plus coûteux, on va parler en termes de 20, 30, 50 ans. Ce n'est pas en termes de 2 jours. Donc, prenez 100 000 francs, vous investissez sur une route. On vous demande juste chaque année de pouvoir mobiliser, ne serait-ce au trop 2 000 francs ou en moins 1 000 francs pour l'entretien de cette route. Nos communes ont quel budget pour pouvoir, ou bien nos communes déploient quel budget pour assurer l'entretien de nos routes. Vous allez vous les voir dans la rue au quotidien pour courir, pour chasser. Les impôts, je crois que c'est ça qui les intéresse beaucoup parce que c'est un peu d'argent qui rentre directement. Parfois, ça ne se dirige même pas vers les caisses. Ça ne se dirige pas. Sauf que lui-même qui passe pour récupérer l'argent de ses impôts, il tombe dans les mêmes nids d'éléphants dont les eaux ont creusé sur les chaussées. Lui-même est le premier à esquiver. Mais lui, cet agent communal, qu'est-ce qu'il a fait avec son maître, qui est ces magistrats municipaux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'on a déjà vu une commune ici déployer en grande pompe sur nos routes? Ça veut dire de façon suivie et systématique pour ne serait-ce curer les caniveaux, pour permettre que les caniveaux et les avoirs jouent vraiment leur rôle pour garantir la durabilité de nos chaussées. Non. Par contre, vous allez voir quelques petites associations, une ou deux fois, pour peut-être quelques fois même des projets politiques, curer un caniveau 2-3 jours. Le lendemain, ce même caniveau est encore bouché. Alors, Badi de Togo, est-ce que là, justement, il a évoqué une situation tout à l'heure, les associations. Est-ce qu'il ne faudra pas prendre en considération l'expertise, effectivement, de ces groupements qui doivent travailler en partenariat avec ces communes, tout au moins pour gérer cet aspect maintenance? Oui, ça peut être, c'est une solution. C'est une solution dans la mesure où ces associations-là sont au quotidien, n'est-ce pas, plongées dans cet environnement-là. Donc, ils connaissent, ils maîtrisent mieux l'environnement et savent comment est-ce qu'ils peuvent contribuer effectivement afin de juguler ce genre de situation. Mais je voulais ajouter quelque chose dans le moulin de l'expert tout à l'heure, en disant qu'il y a 4 catégories de routes. Il y a les routes nationales qui relèvent de la compétence du ministère des Travaux publics. Il y a les routes régionales qui relèvent de la compétence, n'est-ce pas, du conseil régional. Il y a les routes départementales qui relèvent de la compétence de la communauté urbaine ou bien la mairie de la ville. Il y a les routes communales qui relèvent, ou bien des routes tertiaires, comme on appelle généralement, qui relèvent, n'est-ce pas, de la compétence de la mairie. Les routes tertiaires sont les routes qui relient les quartiers, peut-être... Appelées routes communales, voilà, pour que ça puisse être bien compris par nos téléspectateurs. Ce sont les routes qui relient les quartiers. Qui sont en dehors des nationales. Tout à fait, qui relient les quartiers. C'est mieux compris. Donc, voilà un peu les catégories de routes que nous avons. Maintenant, en ce qui concerne l'entretien, l'assainissement de ces routes, il faut savoir que ça relève du domaine, n'est-ce pas, de chaque entité publique dont nous avons cité tout à l'heure. En ce qui concerne les routes communales qui semblent nous intéresser aujourd'hui, c'est la mairie, n'est-ce pas, lorsqu'il faut assainir la route, qui dispose des moyens nécessaires. Peut-être mais n'oubliez pas, je vous donne la parole, n'oubliez pas que le transfert des compétences, effectivement, comme le ministère des Transports a transmis ses compétences à ces mairies, devrait se suivre également des transferts des ressources. Effectivement, le ministère des Travaux publics, lui, retient encore ces ressources, préfère leur donner
26 millions de francs CFA en termes d'entretien. C'est ça justement là le problème. Est-ce que la ressource qui était pourtant bien consommée pendant que le ministère des Transports utilisait bel et bien cette compétence, ne devrait pas être restituée entièrement à cette commune pour que l'action soit maintenue? C'est peut-être là la question. Non, il faut dire que les 26 millions sont largement insuffisants pour entretenir une route, puisque entretenir une route, je pense que les 26 millions sont généralement remis sur semestriel, donc chaque 6 mois. Je crois qu'à 26 millions, c'est largement insuffisant pour entretenir une route, puisque l'entretien route nécessite énormément de moyens. Et encore des routes tertiaires où, de temps en temps, il faut verser de la pouzelane, il faut irriguer, il faut mettre des caniveaux pour que l'eau ne stagne pas et dégrade la route. Donc, ce sont ces éléments-là qui puissent nous amener à dire que, effectivement, la mairie doit trouver des moyens en dehors de ce qui lui est alloué par le ministère de compétences pour entretenir les routes, parce que cela relève, ces routes-là sont dans son domaine de compétences, dans sa localité. C'est dans sa localité. Donc, le fait qu'il n'entretienne pas la route, forcément, ça va endommager et puis ça va rendre difficile l'accessibilité à certaines infrastructures, notamment les marchés, comme nous avons dit tout à l'heure. Donc, ce sont ces éléments-là qu'il faudrait prendre en compte pour que la mairie puisse disposer d'autres ressources. Bien évidemment, en associant les associations qui peuvent contribuer peut-être efficacement en dehors, n'est-ce pas, des agents de la commune. Alors, et techniques aussi, ainsi de suite. Vous faites partie d'une association qui forcément fait dans l'assainissement. Avez-vous déjà ce type de contrat? Oui, bien. Pépin, merci. Mais avant de répondre à votre question... Non, répondez d'abord à ma question. Avez-vous déjà ce type de contrat? Oui ou non? La question, c'est oui ou non? Non, nous n'avons pas encore. Allez-y, poursuivez maintenant dans votre raisonnement. D'accord. Je disais tantôt que, vous savez, aujourd'hui, nous parlons d'une gestion durable. Nous ne parlons pas d'une gestion linéaire. Alors, quand j'entends parler de la gestion durable, pour moi, je vois déjà la préservation pour les générations futures. Tout à fait. Et éventuellement, je vois à l'intérieur également l'innovation. Parce que ne gère pas simplement pour attendre le lendemain. N'attend pas des coûts financiers juste pour préserver. Mais il faut imaginer. Au Brésil, par exemple, je prends un cas, le cas qui est légion. Au Brésil, nous faisons, il y a la collecte des déchets plastiques. Aujourd'hui, la collecte des déchets plastiques est transformée en une matière qu'on appelle le broyat. Et cette matière devient une matière première pour la construction des routes au Brésil. Pourquoi pas ici? Aujourd'hui, nous utilisons encore les ressources naturelles. On parle de l'assainissement environnemental. C'est quoi un assainissement environnemental? Je pense que c'est cet environnement-là, c'est cet assainissement qui touche, qui met en exergue ici la limitation de la dégradation des ressources naturelles et la préservation de l'environnement. Vous voyez, au niveau des communes, ça ne peut pas se faire de façon aléatoire. Il faudrait véritablement que les différents maires qui sont là avec les services spécialisés dans la gestion de l'environnement puissent trouver des mécanismes de suivi, de contrôle, de pensée, c'est-à-dire d'études, même d'un domaine particulier. Et c'est ça que j'insiste. Aujourd'hui, on parle des approches participatives avec les associations et les mairies. C'est vrai, l'approche publique et gouvernement a parfois un peu des lacunes. Je peux m'expliquer comment. C'est-à-dire, aujourd'hui, au niveau des communes, la plupart des associations sont bien intégrées, mais sont très mal utilisées. Vous comprenez? Elles sont très mal utilisées dans la mesure où, déjà, elles n'ont pas les équipements idoines pour aller sur le terrain, travailler même sur le compte d'une mairie quelconque, dans un domaine précis. C'est vrai, ce sont des acteurs de proximité avec les populations et qui maîtrisent très bien le problème environnemental par rapport. Mais seulement, c'est quoi ce qu'il faudrait? Elles maîtrisent dans le plan théorique, mais sur le plan de la compétence, sur le plan des formations, il y a encore un problème. Parce que si moi, au niveau de notre ONG, association, il faut de temps en temps recycler. Recycler les membres dans la connaissance de la gestion des déchets plastiques, dans la connaissance des déchets ménagers, dans la connaissance même de la préservation des ressources naturelles qui sont sur le plan même communal. En même temps, on parle aujourd'hui des infrastructures. Je vous ai dit encore aujourd'hui qu'on a 10 drains. J'ai insisté sur ça parce que je travaille sur ces drains. Le drain, c'est un ouvrage qui permet d'évacuer les eaux pluviales. Et malheureusement, on se rend compte que ça devient aujourd'hui un dépotoir
de beaucoup de populations. Vous voyez un peu. Au vu au sud des communes. Bizarrement, quand on installe le drain, l'une des politiques visées était la préservation et l'amélioration des conditions de vie et le cadre de vie des populations riveraines. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est même plutôt le contraire. Parce que lorsque ça devient plus un problème. Lorsque moi j'ai eu à approcher la plupart des populations qui me disent que voilà, le drain déjà il est mal fait. Partons de là. Lorsqu'on parle d'une infrastructure, on essaie d'oublier ici là que le capital technique qui n'est pas mis en compte ici là pose un problème sur le capital humain. Lorsque le drain est mal construit, en l'occurrence, il va créer des problèmes plus sur la population. Est-ce qu'il faudrait gérer ce genre de drain de façon durable, comme pour un drain qui devrait normalement être construit? Donc vous voyez que le problème, il est à la base. Si on essaie de faire des ouvrages qui peuvent être capables de pouvoir gérer un problème environnement ponctuel, c'est-à-dire avec un matériel approprié, avec des dosages qui faillent, oui. Avec la suite, parce que, prenons le cas du drain. Le drain, aujourd'hui, je le dis, lorsque les différentes parties prenantes qui ont travaillé tout au long de ce projet, ils ont compris que non seulement il fallait construire le drain, mais il fallait également construire des cadres d'aménagement pour les épanouissements, le divertissement des populations. Il fallait également construire des pôles de centres de tri et de déchets et d'enfouissement des déchets. Mais rien n'est fait jusqu'à présent. Les drains continuent à devenir des potoirs, des zones où on recouvre plus de matières plastiques que des matières fécales. Vous voyez, comment à ce niveau-là, quelqu'un comme une mairie, qui n'a pas déjà les moyens nécessaires, peut vraiment gérer ce genre de quand vous dites que ces mairies n'ont pas les moyens nécessaires, c'est un peu surprenant. Vous voulez dire que ces mairies ne sont pas du tout intéressées par cette action? Elles sont intéressées, excusez-moi. Ou bien qu'elles ne mettent pas de tout leur cœur pour... Elles sont intéressées, mais je dis elles sont bloquées. Est-ce que les moyens qui découlent de là sont au-dessus oui, c'est très au-dessus. Non, les moyens contraires sont limités. Elles sont limitées. Déjà au niveau même du curage d'un drain, il faudrait un engin qui va pouvoir entrer et curer. Mais si on essaye un peu de laisser un drain pendant plusieurs... Nous sommes en période de pluie. Actuellement, je ne vous compte pas le nombre de dégâts que ça peut causer en termes d'infrastructures même humaines et également tout ce qui va avec. Ouais, si vous me dites par exemple qu'on donne 26 millions, une dotation au niveau des mairies, ça aide à quoi? Seulement, prenons un cas seulement. La gestion des déchets, parce que c'est en ça qui pose le problème de la dégradation de l'environnement au Cameroun. Le déchet plastique. Si je prends une commune, comme la commune de Douala 3e, vous pensez qu'avec 26 millions... Ce sont des communes qui sont dans des métropoles. Bizarrement, nous sommes dans une commune qui est également monopolisée par une zone industrielle fortement qui impacte l'environnement en termes de dégradation et pollution environnementale. Et cette structure-là, je crois bien, déverse également un peu d'argent. Donc ça veut dire donc que cette mairie ne se limite pas à 26 millions de francs CFA. C'est des mairies qui ont énormément d'argent pour faire ce genre de travail. Alors, M. Talon Tomo, peut-être dans la même lancée? Je voudrais rester dans la même lancée pour ne pas surtout remettre en cause la conception technique du projet. Certes, on peut remettre en cause, mais n'étant pas des spécialistes, il serait mieux quelquefois qu'on prenne des distances par rapport à ce domaine technique. Mais si on restait un peu dans le cadre de la conception des projets, est-ce que ces projets sont pensés durables? Est-ce que ces projets ont tenu compte de la notion d'assainissement avant d'être implémentés? Je voudrais dire par là, que vous les mettez déjà en cause, même les projets qui ont été faits, soi-disant que ces projets n'ont pas tenu compte de leur entretien par la suite. Est-ce que ça a tenu compte? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, si vous avez investi 100 milliards sur un projet, rassurez-vous qu'il faut aussi mettre 2 milliards pour son entretien au quotidien, surtout pour ce qui est des infrastructures. Ça veut dire que les 2% doivent être là de façon permanente. Ça doit être là chaque année. Est-ce qu'au niveau étatique, c'est pensé? Peut-être les ingénieurs génie civil ont mis sur la table. Est-ce que c'est implémenté? Donc, si vous avez construit un drain de 100 millions, mettez 2 millions en jeu chaque année pour qu'on puisse assurer son entretien. Je voudrais donc revenir même sur la conception écologique de certaines infrastructures routières.
Vous arrivez peut-être à des intersections. Les intersections, c'est là où la route peut-être se sépare, ça se divise en deux, en trois. Vous voyez une route bitumée qui part tout droit. À gauche, il y a une pente. La pente draine un volume d'eau assez conséquent. Et ce volume d'eau, quand ça arrive sur la chaussée, vous voyez, rien n'est prévu pour que ça rentre dans les caniveaux. Ça porte toute la boue en amont, ça vient se déverser sur la chaussée. Manquant où aller, ça reste là. Vous voyez donc à chaque... Des mois, des semaines, et des années durant. Quand une structure comme la chaussée bitumée reste avec de l'eau, avec de la terre, 3 mois, toute une saison pluvieuse, vous pensez que cette structure va faire 3 ans? Ça ne doit pas le faire. Parce que quand on a conçu ce projet, malgré l'efficacité qui a été mise, quelle que soit la technicité, que vous mettiez du grave bitume avec la couche de roulement, même de 15-25 cm, comme on le fait sur les routes nationales, ça ne doit pas résoudre le problème. Parce que la question d'assainissement reste et demeure. Parce que vous avez conçu la chaussée sans tenir compte des caniveaux, sans tenir compte des quantités d'eau, des volumes d'eau qui viennent en amont pour prendre ces canalisations. Il n'en demeure pas moins de constater avec désolation que même ces caniveaux, quelquefois, sont conçus dans des zones sans penser, je peux dire, l'effectif de la population. Donc, on conçut une route aujourd'hui, comme la route de PK14, que j'aime bien. Vous vous rendez compte, c'est une route à peine de 7 mètres. On construisait à l'époque, sachant que c'est une zone de brousse. Donc, il y avait... Maintenant, il y a déjà une bonne population. Maintenant, il y a une bonne population. Et quand il y a une bonne population, tout à fait la question d'assainissement se pose. Et dès que la question d'assainissement se pose, cette route devient... ça devient petite déjà pour le flux des populations, mais la question d'assainissement vient encore boucher tous les petits drains qui avaient été conçus pour cette petite route. D'où le problème et des entretiens. Et au final, vous vous rendez compte que cette chaussée ne sert pas à grand-chose sur le plan entretien. Et 2 jours après, ça se dégrade. Et s'il faut quitter même sur la route pour partir même sur nos bâtiments, vous allez voir dans l'embellissement urbain, quelquefois dans nos communes, à l'époque on appelait les communes rurales, on passe en route, on dit qu'on va casser votre maison si vous ne mettez pas la peinture blanche. Ça voudrait dire que vous avez une maison en briques de terre, on vous demande de mettre la peinture blanche pour que la ville soit attrayante. Sauf que dès qu'on arrive sur un édifice public, on saute. Qu'est-ce qu'on fait de l'édifice public? Personne n'ose demander donc à l'édifice public aussi de mettre la peinture blanche. Parce que vous rendez-vous compte que dans nos communes aujourd'hui, ou bien dans certains... nous avons des édifices de l'époque coloniale, dont la toiture n'a jamais été renouvelée. Le mur n'a jamais été refait. Mais quand on revient maintenant pour embellir la ville, on demande aux populations de mettre la peinture sur leur maison, mais l'édifice public, qui est peut-être... On n'en demande pas. Le commissariat... C'est pour dire quoi, finalement? C'est pour rester dans la question de la durabilité de nos infrastructures communales. Très bien. Oui. Monsieur, justement, dans le cadre de ce que mon cher copaléniste dit, j'aimerais ajouter que les communes aujourd'hui au Cameroun et plus pratiquement à Douala sont dans la continuité. Ils ne sont pas dans l'innovation. Ils sont dans la continuité des ouvrages existants. Vous comprenez? Il n'y a pas un ouvrage, hormis peut-être des petits ouvrages actuellement qui sont encore en instance de construction. Ils sont beaucoup plus dans les réhabilitations. Alors, moi je pense que la principale possibilité pour nos communes de pouvoir régler ce problème, c'est au niveau déjà de la mise en place des infrastructures spécifiques. Vous comprenez, capables de pouvoir régler des problèmes également spécifiques. Je prends un cas. Si aujourd'hui nous avons, le constat l'a parlé, nous avons des routes, nous avons les marchés, nous avons nos jardins botaniques, nous avons des écoles, nous avons des centres de santé. Il y a tellement. Mais seulement, ces ouvrages résolvent des problèmes spécifiques.
mais ils ne peuvent pas résoudre le problème d'assainissement. Au contraire, elles entrent même pour bien faire. Leurs activités impactent sur l'environnement. Alors, comment donc gérer le problème d'assainissement avec des infrastructures de ce genre? Moi, je pense qu'on ne peut pas. Il faudrait mieux mettre en place, par exemple, je prends un cas, un centre de tri, un centre de gestion des déchets. Nous avons des décharges. Mais ces décharges, sur le plan de gestion, sur la loi cadre de la gestion des déchets, franchement, si on regardait un peu la connotation entre ce que Isaac en fait et que les communes font, autant pour moi, on se rendra compte que véritablement, le problème d'assainissement ne pourra pas se régler comme ça. Donc, si on essayait de mettre au niveau de nos communes des structures capables de gérer spécifiquement les déchets qui viennent de ces différents ouvrages déjà existants, ça permettrait un peu d'ouvrir le débat et de permettre à ce que les infrastructures existantes puissent être mieux gérées de façon optimale. Vous comprenez? Très bien. Nous avons déjà beaucoup épilogué sur cette question des déchets d'ordures rétro. Ça fait toujours plaisir de revenir dessus, sauf que nous voulons progresser. Alors, pour progresser, effectivement, je vous suggère de suivre encore cet autre reportage. Lui, il vient du Tchad. On parle des travaux de drainage qui préoccupent à l'approche des saisons de pluie. Comment il se concerte pour affronter cela? Vous allez suivre dans ce reportage qui suit. À l'approche de la saison de pluie, les travaux de remise de niveau des infrastructures de drainage des eaux de pluie des quartiers nord et est de N'Djamena sont lancés. Il s'agit entre autres de curage et de nettoyage général des canalisations ainsi que le transport des déchets vers les sites autorisés. L'objectif est de réduire les risques d'inondation. Ce projet d'urgence est financé par l'Agence française de développement à hauteur d'1 milliard de francs CFA. La durée d'exécution du projet est de 4 mois. Les maires de la ville de N'Djamena saluent l'initiative tout en insistant sur l'entretien de ces ouvrages de drainage des eaux. Depuis plus de 2 décennies, l'Agence française de développement apporte des financements non négligeables à la commune de N'Djamena pour la réalisation des canaux de drainage des eaux pluviales. C'est l'occasion pour moi de remercier très sincèrement la coopération française en général et l'Agence française de développement en particulier pour ses multiples appuis à la commune de N'Djamena. Pour l'ambassadeur de France au Tchad, l'on doit se mettre au travail pour finaliser les travaux afin d'éviter l'inondation. Dire qu'il n'y a pas de temps à perdre pour que le pari de ces travaux de curage dans ce quartier de N'Djamena soit tenu dans les délais. De son côté, la ministre des Affaires financières, du développement de l'habitat et de l'urbanisme relève que ce projet s'inscrit dans les cadres de travaux d'entretien entrepris par le gouvernement. En réponse aux dégâts causés par les inondations de ces dernières années, le gouvernement a, sur instruction des hautes autorités, mis en place un plan d'urgence de gestion des inondations. La présente cérémonie concerne les travaux d'entretien d'une partie du réseau existant. Amina et Hemel Tourna de poursuivre que des dispositions sont prises pour réaliser d'autres travaux avec l'appui des partenaires au développement. La ministre sollicite la contribution de tous pour la réussite de la mission. Alors, M. Tobou, il y a un aspect qui semble être ignoré, celui des forages, qui sont beaucoup plus utilisés dans les zones rurales, notamment dans les villages éloignés, ces communes qui sont à l'intérieur du pays. Des forages, l'entretien des forages semble également être problématique parce que sur quel forage, lorsque vous revenez l'année d'après, vous allez constater qu'il n'y a que 4 ou 5 qui fonctionnent. Et là, comment s'y prendre? Oui, Raoul, pour ce qui est des forages, c'est une question dont les politiques aiment beaucoup, dans la mesure où, à l'approche des campagnes électorales, on réalise quelques forages. Et je n'appelle pas ça forage, c'est en fait des puits. C'est des puits aménagés. Quelle est la différence entre le forage en question? Parce que, voyez-vous, on ne peut pas se lever sur 500 000 francs pour dire qu'on fait un forage. C'est en fait le puits.
un puits voilé. C'est souvent des chiffres tels que 2 millions, 3 millions. Oui, ça c'est 2 millions. Mais regardons le cahier de charge qu'on a remis à l'entrepreneur pour voir là où cette eau est captée et l'équipement qui en découle. Vous mettez quelque chose qu'on pompe avec la main et vous facturez. Le dispositif qu'on fabrique là, ça n'atteint pas 100 000 francs, mais il faut facturer. Du coup, si on reste donc dans le cadre, vous allez voir sur le plan réglementaire, il y a la réglementation sur le périmètre de captage d'eau en milieu forestier pour dire, si on a un point d'eau ici, voilà le type d'activité qu'on ne doit pas avoir sur un rayon de 100 mètres. Pour être sûr que ce point d'eau, au moins, garantit la santé des populations qui vont consommer. La question vient d'abord de ce point d'eau. C'est quel type de point d'eau? Vous voyez les puits dans nos quartiers où les puits communiquent avec la nappe phréatique. La nappe phréatique veut dire ce qu'on lance le seau à l'intérieur, là, c'est ça qu'on appelle la nappe phréatique. Au même moment, vous avez les fosses septiques à côté, les puisards, ou bien les toilettes traditionnelles qui communiquent avec la même nappe phréatique. Ça voudrait dire en quelque sorte que le puits où tu puises l'eau ici, c'est en fait les toilettes utilisées en amont ou en aval. Tout dépend de la communication. De la pollution, c'est tout le forage. Oui, tout ça contribue à des catastrophes d'ordre sanitaire qu'on relève au quotidien. Qu'est-ce que donc le forage? Le forage en lui-même, c'est l'eau captée dans des aquifères calciques. Les aquifères calciques, c'est des couches un peu plus profondes. Au moins à 100 mètres à l'intérieur? Le problème n'est pas le chiffre, c'est le niveau par rapport à la mer. Si vous allez à Garoua, vous pouvez capter l'eau à 80 mètres. Vous voyez un peu. À Douala, encore moins. Les aquifères calciques voudraient dire on capte l'eau en bas d'une couche imperméable. Donc il y a une couche comme cette table-ci, il faut traverser cette couche pour capter l'eau. C'est ce qu'on appelle l'eau de forage qu'on peut penser à consommer après juste une... Alors si je vous comprends bien, ce qui est fait là, dans ces villages, ce sont les approximatifs. Et ce n'est pas une eau qu'on peut boire avec beaucoup d'assurance. Pour vous rendre compte que c'est l'eau du puits, pourquoi en saison sèche ça tarit? Pourquoi ces forages ne fonctionnent pas en saison sèche? Parce qu'en saison sèche, l'eau de la nappe phréatique qui est alimentée par des rivières et les eaux de pluie, ça tarit. Et votre forage aussi, directement, ça tarit. Et quand un forage a tari, ça prend des particules, ça colmate au fond. Après, reprendre ça n'est plus facile. Il faut encore revenir pour mener des entretiens là-dessus. Donc, restons donc dans l'entretien en lui-même. Quand bien même le forage est capté à des aquifères calciques, ça veut dire l'eau potentiellement potable. Sauf s'il faut au moins faire une filtration. Aquifère calcique veut dire que là-bas, nous avons au moins un minimum de garantie que ce n'est pas connecté aux toilettes autour. Si nous avons donc ce type de forage, il en existe. Vous avez le PNUD et beaucoup de programmes participatifs qui ont contribué à la construction de certains forages. Leur entretien, où en est-on? Restons donc dans la durabilité. On construit un forage, on donne à la commune. La commune n'imagine pas un temps soit peu qu'il faut investir sur ce forage chaque année pour assurer sa durabilité au profit des... Mais là, la formule qui a été trouvée, c'est d'associer les populations elles-mêmes pour qu'elles puissent constituer, je ne sais pas, en association et voir comment, de temps en temps, cotiser de l'argent pour essayer d'entretenir elles-mêmes leur propre forage. Tout à fait. Tout dépend donc de la cohabitation. Si ce n'est une cohabitation incestueuse entre les populations et les mairies. Parce que la population voit quelquefois d'un mauvais œil la mairie qui sont considérés comme les politiciens et ils ne luttent que pour leur ventre. Comment concilier d'abord ces deux blocs pour qu'ils travaillent ensemble? Quand bien même la population veut faire, est-ce que la mairie a gagné la confiance de la population pour que main dans la main, qu'ils puissent assurer la durabilité d'un projet? C'est tout la question. Très bien. Alors là, il pose un problème de gestion participative qui semble être problématique. Parce qu'en face, il y a le politique qui, lui, a peut-être des idées politiques, est dans sa trajectoire politique, et les populations innocentes qui n'attendent que de l'eau, et rien que de l'eau. Et finalement, est-ce qu'il ne faudra pas lever cette confusion? Parce que là aussi, les mairies mettent des actions sociales qui n'ont plus trait à une quelconque politique, à mon avis. Oui, les mairies mènent des actions sociales et les constructions des forages, n'est-ce pas, émanent, n'est-ce pas, de ces actions sociales. Il faut dire que
En ce qui concerne l'aménagement et l'assainissement des bonnes fontaines ou bien des forages, il est important d'associer les populations. En mettant sur pied un comité de gestion au sein des populations, elles pourraient elles-mêmes se prendre en charge à l'effet, n'est-ce pas, de trouver des moyens pour pouvoir entretenir ces forages. Cela relève de quoi? Chaque fois que vous venez puiser l'eau, vous déboursez une somme d'argent, une modique somme d'argent vous permet, n'est-ce pas, à ce que chaque fois qu'on achète des produits pour entretenir les forages. Ça se fait. Parce que lorsque la mairie construit des forages, elle ne va pas non plus chercher de l'argent pour venir entretenir les forages. Il faudrait donc que c'est là où l'apport des populations est significatif et même très important. On parle d'éjection participative. C'est même là où l'apport des populations est très important. Parce que si nous dégageons uniquement la responsabilité des populations et nous attribuons cela uniquement aux mairies, bon, il va sans dire que les populations vont gaspiller ces ressources. Et il vous faudra encore de l'argent, n'est-ce pas, pour venir construire d'autres forages. Il faut faire remarquer que la construction d'un forage relève d'une technicité dont je ne voudrais pas dire ici parce que je ne suis pas technicien de la chose, mais une sensibilisation accrue dans l'utilisation, dans la gestion de ces forages permettrait à ce que la mairie puisse disposer d'autres forages pour d'autres populations dans d'autres localités. Sauf que notre technicien dit que ce ne sont pas des forages, ce sont des puits. Donc ça dit que c'est loin d'être des forages. Et si c'était effectivement des forages, on pourrait expliquer ça dans la durée. Peut-être parce que vous dites qu'il faut aller fouiller quelque part là où l'eau ne va jamais tarir, puisque quand c'est des puits, lorsque la saison des pluies arrive, l'eau finit par tarir. À vous entendre, je crois que c'est comme ça, si je vous ai bien compris. Tout à fait. Alors ça veut dire donc qu'un fourrage, en bonne et due forme, est censé être définitif. Tout dépend de l'utilisation qu'on veut en faire. Si on a fait un petit fourrage... Oui, chuter. Oui, je vais chuter en disant que je pense que ceux qui sont chargés, je pense qu'il y a des sociétés qui sont chargées, n'est-ce pas, de creuser des forages. Je pense qu'ils sont habilités à mieux connaître à quelle profondeur est-ce qu'il faut créer un forage dans une localité. Je pense qu'il y a une étude de faisabilité et il y a une étude d'impact qui est faite au préalable. Ne pas être très sérieux. J'ai passé effectivement, ce sont même ces structures-là qui jouent ce mauvais jeu. Parce que lorsqu'elles parviennent à vous facturer 2,5 millions et qu'on leur dit que non, prenez 500 000, allez faire n'importe quoi là-bas, vous voyez qu'elles-mêmes ne sont plus en phase avec les populations qui ont besoin de quelque chose de sérieux. Alors, Désiré Bouga, on revient à vous. On parlait tout à l'heure des forages. Mais permettez-moi d'abord de vous faire suivre encore ce reportage sur les opérations de curage, d'ouvrages d'assainissement. Nous reviendrons maintenant pour parler profondément de ces ouvrages d'assainissement. Ensuite. Ces opérations de curage des ouvrages d'assainissement, un des points d'action de la 4e composante opérationnelle qu'est la salubrité. Elles ont véritablement démarré en septembre 2020. Quelques mois après cette action phare, on fait le point avec les différents acteurs impliqués. En septembre, effectivement, 2020, nous avons lancé la dernière sous-composante après le balayage, la gestion des déchets. Cette opération qui a duré presque 2 mois nous a permis de curer 560 000 mètres linéaires de collecteurs primaires et secondaires, dont 47% d'ouvrages à Cotonou, 14% à Porto-Novo, 21% à Boumé-Calavi et 16% à Ouida. Plus de 560 000 mètres linéaires de collecteurs primaires et secondaires débarrassés de tout déchet. Des nettoyages d'ouvrages d'assainissement à Cotonou, Porto-Novo, à Boumé-Calavi et Ouida. Un grand soulagement pour les communes bénéficiaires, reconnaît le porte-voix des services techniques des mairies du Grand Nokoué. Les travaux de salubrité, de curage, ainsi que de gestion des déchets dans nos communes respectives. Cela n'a jamais été une tâche facile pour nous en tant que directeurs des services techniques, encore moins pour nos responsables, je veux dire les maires des communes, étant donné ce que se représentait comme charge financière et difficultés d'opérationnalisation donc de ces différentes activités dans nos communes. Et je puis dire que malgré les difficultés de démarrage qu'ont connues donc ces activités, à la date d'aujourd'hui, c'est quand même une satisfaction de voir le niveau d'atteinte donc des objectifs que se sont fixés les différents maires des différentes communes et le gouvernement en vue donc de faire de nos communes des villes propres.
Des villes propres et attrayantes, une volonté de salubrité que la société de gestion des déchets de la salubrité veut rendre pérenne. Elle lance d'ailleurs la deuxième phase de cette opération de curage, doublée des travaux d'entretien des rues asphaltées. Désiré Elouga, ingénieur environnementaliste, réaction. Oui, c'est comme je le disais tout à l'heure, il faut parfois joindre l'utile à l'agréable. Lorsqu'on est dans une mairie, lorsqu'on est magistrat communal, on se doit de prévaloir des atouts dont on a eu à décrire auprès du peuple qui vous a donné la capacité d'être là. Alors, parmi les différents enjeux que vous, la plupart du temps, vous essayez de donner aux populations, il y a d'abord l'amélioration du cadre et des conditions de vie. Vous savez, aujourd'hui, Douala est une ville qui prend annuellement plus de 4200 millimètres cubes d'eau, soit 220 jours de pluie à Douala. Ce qui fait en sorte que le déploiement de la société ISACAM devient de plus en plus compliqué. Vous comprenez? Laissez ISACAM là où se trouve, s'il vous plaît. Alors, ça veut dire que si on part même du principe que Douala est une ville déjà un bassin hydrographique, c'est-à-dire un bassin où il y a beaucoup d'eau, la gestion des déchets devient de plus en plus compliquée lorsque déjà il pleut. Le projet IEC, qui est aujourd'hui un projet de drainage pluvial, prévoyait véritablement la prévention et la gestion, ou alors la limitation des risques d'inondation. Cependant, on se rend compte, comme je l'ai dit au début de mes propos, que c'est vrai, le projet il est encore en cours. Aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus, ces populations souffrent encore de ce mal-être, qui est l'inondation. Alors maintenant, comment gérer le déchet? Est-ce que vous pensez véritablement que la commune a des moyens nécessaires pour pouvoir... Est-ce que ces populations même ne sont pas à l'origine de ces inondations? Peut-être qu'il faut commencer par la sensibilisation. Le comportement est à décrier. Le comportement est à décrier, mais parfois, je vous assure, tel que nous sommes sur le terrain constamment, nous, au niveau de notre association, nous fustigeons l'idée selon laquelle une population de plus de 100 personnes, on n'en trouve pas un bac à ordures. Où est-ce que vous pensez qu'elles iront vider leurs poubelles? Si ce n'est que dans les drains. Maintenant, quand on parle de curage comme l'élément qui vient de passer, la majeure partie des jeunes ne sont pas occupés par nos communes. À l'époque, nous avons parlé de vacances utiles là, au niveau des mairies qui permettaient aux jeunes de pouvoir curer. Nous avons vu, parfois, nous voyons des enfants qui défrichaient le long des routes, qui essayaient d'assainir la route. Mais aujourd'hui, on ne voit plus. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la politique a échoué. On n'a plus véritablement mis l'accent sur l'assainissement, mais on met beaucoup plus l'accent sur la disparité spatiale. Ça veut dire qu'on donne beaucoup plus de l'espace aux industriels qui viennent parfois essayer de meubler de façon irréaliste, même je le dis ainsi, le territoire, au profit même des populations qui sont capables de pouvoir prendre en main les zones. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que si les communes, les associations et même les différentes parties prenantes qui sont les partis politiques de type écologique se mobilisaient, mettaient en place une véritable politique d'assainissement, ne serait-ce qu'au niveau même des quartiers, au niveau de la gestion des déchets, je pense que le problème ne se poserait plus. Et qui devrait susciter cette mobilisation-là? Je pense que c'est une volonté véritable. Qui devrait susciter cela? Il faut quand même que quelqu'un se lève et dise que suivez-moi. Qui devrait le faire? Je pense déjà que c'est le chef d'élite qui est le magistrat communal qui devrait véritablement impulser cette notion. D'autant plus que les transferts des compétences les suggèrent qu'ils peuvent aller dans ce sens-là. Oui, Talon. Ce que je voudrais noter là-bas... je vous prie. On va demander à l'organisation de nous donner les images de temps en temps. Ces images de curage et bien d'autres pour tous nos téléspectateurs qui nous suivent sachent exactement de quoi nous sommes en train de parler sur ce plateau. Ça va les aider beaucoup. Merci. Comme je disais, vous allez vous rendre compte au quotidien. À l'époque, on voyait des associations au quartier qui, par leur propre volonté, leur organisation interne, prévoyaient des travaux manuels. Ça voudrait dire chaque dimanche, on pouvait voir
À gauche, des autodéfenses. À l'époque, c'était pour le cadre de sécurité. Aujourd'hui, ça a disparu. Je ne parle pas de ce cadre de sécurité. Il y avait ces associations qui militaient vraiment pour la gestion écologique de nos déchets et surtout l'assainissement de la voirie communale. Les dimanches, pour les chrétiens après l'église, il fallait voir, on se regroupe, on cueille quelques drains. Il y avait un plan local, même pas communal. Ça veut dire un plan au niveau du bloc, secteur 4 par exemple, pour assainir le secteur 4, sachant que le secteur 4, c'est le réceptacle du secteur 3 qui est en amont. Les présidents de ces associations locales étaient donc connectés entre elles et disent que bon, comme je cuis en bas, il faudrait que tu te rassures qu'en haut aussi tu l'as fait. Tout à fait. Que sont devenues donc nos associations aujourd'hui? Vous vous rendez compte que c'est des associations aujourd'hui de buveurs de bière. Ils se regroupent à 7 heures, ils partent jouer au ballon. Qu'est-ce qui motivait cette action avant et qu'aujourd'hui l'action n'est plus motivée? Je voudrais dire la crise des mentalités. Ça veut dire la mentalité qui avant portait du bonheur, il y a eu rétrogradation. C'est plutôt une mentalité rétrograde qui nous enfonce davantage et on croise les mêmes pensant que c'est les magistrats municipaux qui vont... Maintenant, c'est les autres qui doivent faire. C'est les autres qui vont faire. Vous vous rendez compte que les matins, comme ils sont tous des spécialistes de football, à 7 heures, ils sont au stade de football, 8 heures, ils sont à côté d'une bière, ils quittent à côté de la bière autour de 15 heures, ils partent faire des réunions de tontine. La journée est terminée. Sauf que quand ils finissent la réunion de tontine, à 20 heures, ils rentrent à la maison, il y a l'inondation. Ils crient directement à l'abandon des pouvoirs publics. Et ça veut dire ils crient partout que les pouvoirs publics n'ont rien fait pour lui. Qu'est-ce que lui-même a fait pour lui? On ne dédouane pas les pouvoirs publics, mais sur le plan local, sur le plan des blocs de nos quartiers... Quand on parle du développement participatif, tout le monde est qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que le chef du quartier... À Douala, on parle des chefs de bloc. Est-ce que le chef de bloc a l'idée de l'assainissement, de la planification de l'assainissement de son bloc? Si ce n'est peut-être pour attendre de recevoir des caisses de vin. Est-ce que les magistrats municipaux également veillent à ce que cela soit bien implémenté dans les quartiers? Tout à fait. Est-ce que les magistrats municipaux, est-ce qu'il n'y a pas une crise de confiance? Est-ce qu'ils sont en connexion, je dirais, avec les populations pour pouvoir les accompagner? Monsieur Talon, moi je pense plutôt qu'il y a un souci d'accompagnement. Ne prenez pas l'habitude de couper la parole lorsqu'il est en grève. Vous avez chuté. Donc je voudrais chuter pour dire il y a ces deux paramètres-là qu'il faudrait qu'on relève. Que nos chefs, qui sont les démembrements, les chefs traditionnels, des chefs de bloc, c'est le démembrement du ministère de la décentralisation. Oui, tout à fait, du ministère de l'administration territoriale. De l'administration territoriale. Donc ils sont intimement liés. Le chef de bloc répond du chef supérieur qui peut porter le message au maire. Au sous-préfet, au maire, bien sûr. Au sous-préfet et au maire. Oui. À part peut-être rester dans leur petit confort, ramasser peut-être les dividendes qui reviennent des ventes de terrain, est-ce qu'eux-mêmes, à la base, là, sont inscrits dans des programmes d'assainissement de leur bloc? Qu'est-ce qu'ils prévoient pour assainir leur bloc avant d'aller même solliciter l'accompagnement de la commune? Parce que s'ils avaient mis en place un système avec manque de moyens, on pouvait porter maintenant le projet peut-être au niveau de la commune. Communal. Voilà ce qu'on entend faire pour voilà, nous avons tout en place. Nous avons besoin d'une brouette. Là, ça peut, en leur donnant une brouette, on sait qu'ils vont le faire. Mais vous vous rendez compte que les actions politiques aujourd'hui, on se regroupe, on distribue des brouettes à des gens qui ne savent pas à quoi ça va servir. Ils prennent ces brouettes, ils s'en vont porter leur ciment au quartier et qui n'a plus aucun rôle pour l'assainissement. Donc, c'est autant de facteurs ou de fléaux qui minent la gestion durable de nos infrastructures dans nos communes. Malheureusement, on peut le constater. Alors Basile, je viens à vous maintenant. Il évoque là un problème de volonté. Hein? Pas certainement un problème de moyens, mais il faut quand même susciter d'ailleurs cette envie d'aller de l'avant avant que les moyens suivent. Et là, ça pose un problème. Est-ce qu'il y a suffisamment une prise de conscience dans nos dangers qu'on encourt sur ce qui est d'ailleurs dans la maintenance de ces infrastructures communales? C'est là même l'apport que cette émission, n'est-ce pas, amène au sein de la société. Parce qu'il est important, n'est-ce pas, de communiquer à nos populations que quand on parle de développement participatif, ça ne concerne pas seulement l'autre. Ça concerne d'abord toi-même. Tout à fait.
Donc, nous avons des populations qui ont souvent plus tendance à attendre. Attendre, non. Nous sommes en train d'aller dans la décentralisation et la décentralisation inclut le développement participatif. Le manque de curage des caniveaux provoqué, n'est-ce pas, par l'incivisme des populations qui déversent des déchets plastiques, les déchets ménagers, et bloquent le passage d'eau, des drains et autres. Mais c'est ça qui cause même les problèmes de dépravation des infrastructures. Tout à fait. Parce que les eaux sortent de leur canal habituel et, n'est-ce pas, empruntent la route. Et au fur et à mesure et que les eaux empruntent la route, vous allez vous rendre compte qu'en une semaine, ils ont déjà complètement dégradé la route. Complètement, même une route en bitume ou bien une route en pavé, vous allez vous rendre compte qu'ils ont complètement dégradé la route. C'est la raison pour laquelle il est important que les populations reviennent dans les vieilles habitudes, en curant systématiquement, comme ça se faisait à l'époque. Les dimanches, il y avait des investissements humains où on s'organisait, les chefs de quartier s'organisaient en appelant les populations de venir curer les caniveaux. Parce que ce n'est pas forcément l'œuvre du pouvoir central. C'est vrai que c'est la compétence de la mairie. Mais si la mairie ne le fait pas, est-ce que vous allez La mairie ne viendra pas... Vous allez croiser les bras en attendant donc que les eaux inondent le lit et traversent et vont vers vos lieux d'habitation. Mais c'est vous qui allez souffrir. C'est là où il est important, n'est-ce pas, d'appeler les populations. Et c'est là le bien fondé de cette émission. Et ça me permet de vous féliciter une fois de plus pour ce que vous faites, pour que nous puissions sensibiliser. C'est notre contribution à la décentralisation. C'est le vôtre. C'est le mettre à votre actif. Et ainsi qu'à l'actif de Dash Télévision, qui a pensé, n'est-ce pas, qu'il était nécessaire de parler de cette émission. On espère bien que nos magistrats municipaux... Voilà un peu les questions. Voilà donc les questions sur lesquelles on doit véritablement s'attarder pour que nous puissions tous émerger à l'effet, n'est-ce pas, de rendre... Quelque chose de celui. Tout à l'heure, on a vu lorsque les gens essayent même de curer ces caniveaux, ils laissent totalement les ordures à côté. Et puis, lorsque deux pluies tombent, tout ça se rabat encore à l'intérieur. Est-ce que de là, maintenant, ça ne devrait pas être le rôle de la mairie, maintenant, de trouver peut-être un camion pour venir enlever ces efforts quand même que les populations ont déjà fait, essayer de curer ces camions, maintenant enlever cela, aller jeter plus loin. Là, on attend maintenant l'action de la mairie. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que cela est fait. Mais le problème aujourd'hui, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le problème du financement. Il y a ces engins, mais le coût de gestion de ces engins également aussi impacte aussi le fonctionnement de cela. Parce que vous allez voir aujourd'hui, s'il fallait qu'on tienne compte du curage, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on cure. Nos drains sont franchement, je peux même nos caniveaux sont franchement pleins. S'il fallait vraiment curer cela, et une fois même que vous l'avez curé, vous revenez après là, vous allez encore voir qu'il est encore plein. Parce que franchement, il y a une très forte mobilité des déchets au niveau à Douala, une très forte mobilité. Ce qui fait en sorte que c'est difficile de prévoir que voilà. Parce que déjà la hauteur de nos caniveaux, il faut tenir compte de ça aussi. Mais quand vous dites c'est difficile, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Non, c'est pas. Vous voulez peut-être détourner des gens qui doivent faire le travail en disant que c'est difficile. C'est pas compte tenu du contexte économique. Il y a une très forte mobilité de la consommation des matières plastiques à Douala par rapport à certaines villes. Vous voyez un peu. Mais on avait interdit cela à un moment donné. On avait interdit cela, on peut encore interdire. Et même d'ici, même d'ailleurs, sur les sanctions, je crois que c'est l'une des solutions. Quand vous dites que c'est difficile, ça veut dire que vous voulez dédouaner des gens qui doivent faire le travail, mais qui ne le font pas. S'il fallait qu'on essaye de mettre à chaque Camerounais un policier, on le ferait. Non, pas du tout. Mais ce que nous faisons déjà, je crois qu'il y a là beaucoup qui sont sensibilisés et qui essayent de suivre le pas. Sauf que comme le consultant le disait, il va de soi que la sensibilisation doit être de façon continue. Et les mairies le font beaucoup. Je n'ai pas dit la mairie ne fait rien, la mairie fait énormément d'efforts en fonction de leur capacité qu'ils ont financièrement parlant, en fonction de leur capacité intellectuellement parlant, en fonction même de leur capacité sur le schéma directeur de la gestion des déchets parlant ainsi. Vous avez déjà vu des mairies peut-être de Douala 1er, Douala 3e. Je vous pose une question, je vous en prie. On va continuer. Douala 1er, Douala 3e, de façon permanente en train de curer les camions. Oui. De façon permanente. Vous êtes dans la même Douala que nous? J'ai vu dans une... J'ai dit de façon permanente.
Pas des actions, on attend la journée mondiale, je ne sais pas quoi, de la propriété, on essaie de faire. Même le génie qui est initié comme étant la journée de la propriété, la journée citoyenne de propriété, je n'ai pas vu une mairie sortir en dehors de la mairie des Douanes, là. Deuxième, je n'ai pas vu notre mairie sortir de façon permanente pour aller curer ces canaux. Moi, je peux dire que j'ai vu moi-même de façon permanente. Elle peut ne pas fonctionner sur le terrain d'elle-même, mais elle fonctionne à travers une association. Dites donc quelles sont les associations voilà. que vous voyez à travers il y a tout un service d'hygiène dans ces mairies, ce que je sache. Il y a tout un service d'hygiène dans ces mairies. Ces gens-là font quoi? Sauf que vous qui semblez connaître bien ces mairies-là, dites-nous, le service d'hygiène fait quoi exactement dans ces mairies? Alors, le service d'hygiène, son rôle, c'est de mettre en place des politiques de gestion. Alors, ces politiques n'ont pas de répercussions sur le terrain? Elles peuvent avoir... Je pose une question, est-ce que les politiques qu'on met n'ont pas de répercussions? Ce n'est pas qu'elles peuvent. En principe, les politiques, lorsqu'on les met, ce n'est pas pour avoir des répercussions sur le terrain. Est-ce que vous les voyez donc de façon palpable? Oui, de façon palpable. Vous les voyez de façon palpable, des répercussions sur le terrain? Je voudrais rester dans... Je voulais savoir si de façon palpable, vous voyez cela sur le terrain. Répondez par oui ou non. Dans la ville de Douala, la dernière fois que j'ai vu ça, je ne me rappelle plus. Voilà. Est-ce que vous voyez ça de façon palpable sur le terrain? Concrètement. Alors on comprend que peut-être quand vous fonctionnez avec les mairies, attendez, vous fonctionnez peut-être avec les mairies, on vous comprend parfaitement. Votre association fonctionne vraiment avec les mairies, ça c'est vrai. Mais je vous en prie, sur ce plateau, la roublardise n'existe pas. S'il vous plaît, nos téléspectateurs nous connaissent avec notre langage franc. Avec le travail franc que nous faisons, nous ne permettrons pas sur un plateau la désinformation. Parce que vous êtes à Douala, nous sommes à Douala, nous tous nous marchons. Donc je vous en prie, faites un effort de laisser les acquaintances que vous avez avec les communes et de dire la vérité aux téléspectateurs parce que si vous cachez cela, vous ne faites pas bien à quelqu'un. Nous disons cela parce que nous voulons voir susciter une certaine émulation autour de nos populations pour qu'ensemble nous poussions le développement. C'est ça qui est important. Maintenant, revenez dans sur le droit chemin, dites-nous les vérités. Je vous OK. Pépin, vous voyez, quand je viens dans ce plateau en tant qu'expert, je viens déjà en plus pour essayer d'apporter un éclairage. En même temps, un éclairage, mais également sensibiliser davantage. Je ne fais pas partie d'un parti politique, non, mais je suis un citoyen lambda qui fait des observations. Et à partir de ces observations, porte une critique, mais également une doléance auprès de ceux qui font ces actions. Moi, quand je parle des actions de la mairie qui se font de façon continue, moi, je le parle en fonction de ce que moi je vois. Vous avez parlé du service d'hygiène. Vous avez parlé d'un service d'hygiène qui, normalement, ne travaille pas seul. Travaille de façon conjointe, à la fois avec des structures qui font dans la gestion des déchets, en plus, travaille également avec des associations. Il y a cette gestion des déchets. Au niveau de la mairie de Douala 3e, que je maîtrise très bien, il y a plusieurs structures qui font dans le recyclage, qui font dans la collecte des matières plastiques et le recycle. Vous allez voir dans beaucoup de drains. Aujourd'hui, si on part au carrefour, c'était les palmiers. C'était un carrefour où il y avait véritablement, on ne pouvait pas passer sans véritablement jeter un coup d'œil et voir les matières plastiques. Aujourd'hui, quand vous arrivez, ça a presque disparu. Je ne pense pas qu'un Camerounais peut me dire le contraire. Vous comprenez? Donc, les choses sont en train d'être faites. Je n'ai pas dit qu'ils font tout pour faire, mais les choses sont en train d'être faites. Ok, on va suivre cet autre reportage sur la gestion des infrastructures hydrauliques. On parlait tout à l'heure des infrastructures hydrauliques. On va y aller, le temps nous tient déjà à gauche. Je vous en prie, allons-y. Des jeunes et loisirs de la commune d'Akro-Misrété a servi de cadre ce mercredi 22 décembre 2021 à la cérémonie officielle de lancement du projet d'appui à la durabilité des interventions et des infrastructures dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement. Ce projet, dont l'exécution revient à ACEP ONG dans les arrondissements de Katagon et de Zungbomé, a pour objectif de promouvoir la coopération entre les autorités locales et la communauté en vue d'assurer la durabilité des infrastructures d'eau, hygiène et assainissement dans la commune d'Akro-Misrété. Le dit projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Redevabilité phase 2 des fonds de soutien des initiatives de redevabilité FOSIR. Il a bénéficié de l'appui technique de JFA Consulting Group et l'appui financier de la Confédération suisse à la gestion des infrastructures hydrauliques.
La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des représentants de la mairie, des chefs villages, des comités de gestion des points d'eau, des relais, les représentantes des groupes de femmes, la présidente de l'association des consommateurs d'eau potable, etc. Le directeur exécutif de ACEP ONG revient ici sur les implications de ce projet pour l'organisation qu'il dirige et les autres acteurs concernés. Le rôle de ACEP est de redynamiser les comités de gestion des points d'eau, à savoir les FPM et les bonnes fontaines, pour une veille citoyenne et la participation citoyenne dans la commune d'Accro-Missirité. Le rôle des comités de gestion, c'est d'assurer l'entretien des ouvrages et payer la redevance à la mairie et faire des plaidoyers. Le rôle de la mairie, c'est de redynamiser l'association des consommateurs d'eau potable, faciliter le travail en synergie avec les chefs de village, faciliter la collaboration entre le service de l'eau, hygiène et d'assainissement et l'ONG ACEP, sans oublier les comités de gestion des points d'eau dans la commune d'Accro-Missirité. Partagés entre satisfaction et sentiment de joie, les participants à la cérémonie de lancement ont salué le leadership et le savoir-faire de ACEP ONG dans le domaine de l'eau, assainissement et hygiène. Aussi, le directeur de ACEP ONG a-t-il exprimé le désir de pouvoir compter sur la participation citoyenne de la communauté pour une meilleure synergie d'action entre elle et son équipe. La délégation communale venue soutenir l'équipe de ACEP ONG est très heureuse et se réjouit des innovations que cette organisation non gouvernementale ne cesse de faire pour impacter la communauté à la base. En effet, la commune d'Accro-Missirité fait partie des bénéficiaires de plusieurs forages de puits à motricité humaine réalisés par ACEP ONG. C'est donc à cœur joie qu'elle accueille ce nouveau projet qui prend en compte la durabilité des interventions et des infrastructures dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement. Alors, Talon Tebou, on voit donc que la section de ces choses-là devrait en principe incorporer tout le monde. Ça devrait incorporer tout le monde, mais à voir ces différents reportages, je suis très inconfortable de me rendre compte qu'il n'y a aucun reportage au Cameroun. Il s'agit de plusieurs reportages de l'Afrique noire, Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale, mais peut-être dans vos recherches, vous n'en avez trouvé aucun sur le plan national. Ça, c'est vrai. C'est vrai pourquoi? Parce que si les médias sont sollicités par nos communes, ou par les élites, ou par l'État, c'est pour médiatiser les danses, c'est pour médiatiser la vente de boissons, pour médiatiser les meetings politiques. Combien de fois, vous avez été sollicité pour ce type de formation, de sensibilisation ou de réflexion stratégique pour les questions d'assainissement? Dans nos communes, nous avons déjà vu quel regroupement stratégique pour penser assainissement, gestion durable. Si vous voyez, on se regroupe dans une commune, sachez-le, vous allez voir la vie d'un parti politique quelque part qui circule. Donc à un niveau chez nous, ce qui nous importe plus, c'est peut-être les 2000 francs ou les 5000 francs qu'on nous donne pour chanter le nom de certains responsables politiques à leur gloire. Mais très rarement, vous allez voir ce type d'initiative. Donc, nous, ce qu'on attend dans notre contexte, serait que la formation s'implémente dans notre contexte. Que les magistrats municipaux puissent mettre des budgets pour former le personnel, pour convoquer des séminaires de formation, des séminaires de réflexion stratégique, redéployer ces populations mieux outillées pour qu'ils puissent assurer à eux-mêmes la gestion durable des infrastructures avant qu'on ne les accompagne. On va toujours parler des budgets, ceci c'est descendu. Savez-vous combien de motos est-ce que la commune de Douala, la troisième dont vous parlez, arrête par jour? Vous savez combien une moto paye? Non. Une moto paye en moins de 10 000 francs. En moins de 10 000 francs. En moins de 10 000 francs, dès qu'on vous a arrêté parce que vous ne payez pas les impôts.
Et si bien vous payez les impôts, ces impôts sont payés à la mairie, c'est 4 000 francs chaque 3 mois. Vous connaissez le nombre de motos qui sont dans la commune. Si on prend seulement les motos qu'on arrête au quotidien et qui payent les impôts par force ou bien par eux-mêmes, ça fait combien? Vous pensez que les 10% de l'argent que génèrent les motos dans les communes, ça ne développe pas une question stratégique en matière d'assainissement? Je ne crois pas. Où va cet argent au quotidien? Nous avons nos communes d'arrondissement. Je ne voudrais pas parler de communes d'arrondissement parce que ça se mélange entre les communes d'arrondissement en ville et les communes d'arrondissement dans les villages. Dans les villages, ils réussissent avec leur budget assez limité. C'est un jour de marché parfois par semaine. Ça veut dire que les impôts chez eux, c'est quelques francs CFA. Mais ils réussissent à la fin à pouvoir curer ces caniveaux, à pouvoir construire une école. Je ne voudrais pas saboter les mairies des villes, des métropoles, parce que les priorités sont ailleurs. De façon concrète, la mairie de Douala 3e, Douala 5e, qu'est-ce qu'elle a fait depuis ce quinquennat? Si même vous observez. Vous voulez dire qu'ils ont construit ça de classe, c'est caché quelque part qu'on ne connaît pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que cette mairie fait? Parce que si la question d'assainissement n'est pas la priorité, ou alors la moindre des choses dans une commune, en ville, on doit parler de quoi? Parce qu'en ville, pour parler commune, pour parler gestion touristique des activités communales, pour que la commune soit belle, je crois que ça passe d'abord par l'assainissement et la gestion des ouvrages de ces infrastructures. Donc, ces routes qu'on passe chaque fois refaire, ça veut dire passer une couche. Vous vous rendez compte? Régulièrement, d'ici peut-être en pleine pluie, en une nuit, vous allez arriver voir qu'on a mobilisé des engins. Vous savez combien ça coûte? C'est une centaine de millions qu'on a brûlés en une nuit dans un petit carrefour pour colmater des trous sans penser durabilité. Le lendemain, les eaux viennent encore enlever. Donc, en fait, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question stratégique. Tout à fait. Et que nos mairies devraient se déployer davantage et apprendre aussi à médiatiser les actions communales relevant de la gestion de l'environnement, relevant de la gestion durable des infrastructures. Peut-être qu'il n'y en a pas, c'est pour ça qu'ils n'ont pas moyen de médiatiser, parce que ces maires profitent à la moindre occasion de médiatiser tout, même s'ils vont dire bonjour à quelqu'un, ils vont tout faire pour médiatiser cela. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas, les médias n'ont pas ce type de vidéos, ça veut dire que rien n'a été médiatisé et que parce qu'il n'y a rien qui a été fait aussi dans le domaine. Voilà le troisième dont il parle. Nous tous, nous connaissons cette mairie. D'ailleurs, allez voir l'état de cette ville maintenant. Voilà le troisième. Je ne sais pas si on a mis la peinture dessus depuis fort longtemps. C'est vrai que ça fait quelques temps que je passe par là. Mais la dernière fois, quand je passais encore là, ça ressemblait à quelque chose qui ne sentait plus bon. Donc, vous voyez que là aussi, même les infrastructures, là où ils sont censés abriter le personnel communal, en souffrent dans leur physionomie. Donc, c'est un problème sérieux. Quand nous parlons de l'entretien de tout cela, ce n'est pas parce que nous détestons une mairie, non. Ou bien, ce n'est pas parce que nous ne faisons pas. Nous voulons susciter l'envie criade pour ces gens-là de travailler. Parce que c'est ça notre but ce soir. Alors, en 2 minutes. Oui, puisque cette émission est consacrée non seulement pour dénoncer, mais aussi pour sensibiliser, je pense qu'il est important, n'est-ce pas, lorsqu'on nous parlons de l'assainissement, surtout l'assainissement des infrastructures hydrauliques, comme vous avez dit, l'assainissement, c'est un domaine très vaste. Parce qu'il y a l'assainissement électrique, l'assainissement des routes et autres. Pour pallier à ce problème, je pense que les mairies devraient, n'est-ce pas, s'associer des compétences des associations. Qu'elles commencent même déjà à faire la propriété dans leurs propres locaux. Allez voir peut-être la mairie de Douala Première, qui est en plein axe. Allez voir comment le gazon pousse là. Qu'est-ce que vous voulez? On peut commencer par là. Avant de voir maintenant s'il faut aller chez le voisin, commencez par vous-même. Regardez comment les locaux là sont. Elles ressemblent à quoi? Rien du tout. Bon, je dirais donc que pour pallier à ce genre de problème, il est important que les mairies s'associent, n'est-ce pas, avec des associations qui ont souvent à leur sein des personnes qui ont des compétences requises pour le traitement, peut-être de la gestion des infrastructures hydrauliques, comme nous avons vu sur le reportage tout à l'heure. Je crois que c'est l'un des éléments sur lesquels les mairies peuvent s'appuyer, parce que s'il faut embaucher uniquement des personnes qui ont des compétences précises sur certains domaines, vous allez vous rendre compte que la mairie sera bondée de plusieurs compétences et
ça va être un problème au niveau des paiements de ces employés-là. Donc je crois que le meilleur moyen, c'est de se rapprocher des associations qui ont des compétences requises. Il y a des associations qui ont des compétences sur le plan hydraulique, qui ont des compétences sur le plan même de l'environnement, la gestion de l'environnement, comme vous venez de citer tout à l'heure, le balayage et autres. Donc avec cela, ça va résoudre un certain nombre de problèmes. Mais je pense que nous n'aurons plus ce genre de problème, comme vous avez cité tout à l'heure. Très bien. Avant de revenir, suivons ce dernier reportage qui va parler. Là, c'est tout simplement une polémique autour de la gestion des réseaux routiers. Vous savez que là, il y a beaucoup d'argent. Il y a toujours beaucoup de polémiques aussi. Parce que le réseau routier, vous n'imaginez pas combien ça déploie en termes d'argent. Énormément. Pourtant, rien n'est fait. On va suivre cela avec beaucoup d'attention. Trop, c'est vraiment trop. Mauvaise gestion des projets routiers, marché gré à gré, surfacturation et manque d'innovation. Ce sont là quelques-unes des critiques formulées par certains concitoyens à l'encontre du ministère des Infrastructures et des Transports. Mais la Direction générale des infrastructures dément. Cette information est fausse. Ce sont des propos qui contrastent avec la réalité, rassure le directeur général des infrastructures. C'est une contradiction énorme de dire à la fois que vous ne faites que exécuter les marchés que nous avons laissés et dire en même temps que nous surfacturons. Je suppose que ce soit vrai. Si c'est vrai, ça veut dire que les marchés que nous exécutons aujourd'hui sont des marchés déjà approuvés par l'ancien régime. Nous, aujourd'hui, on nous met la pression pour que le montant des projets soit le plus bas possible. Ces critiques formulées ont également porté sur la qualité des ouvrages réalisés. À ce niveau, Jacques Ayadji précise ceci. Il y a des gens qui ne veulent pas, qui veulent qu'on fasse des routes qui coûtent entre 300 et 400 millions le kilomètre. Mais ils veulent en même temps que ces routes-là soient des routes en béton armé. Nous reconnaissons que les routes les plus résistantes sont celles qui ont une couche de base et même jusqu'à la couche de roulement en béton armé. Béton armé, c'est quoi? Vous savez ce qu'on appelle une dalle. C'est comme ça qu'on fait les routes en béton armé. Vous coulez une dalle pleine avec les armatures qu'il faut sur des kilomètres. Aucun gouvernement africain responsable ne peut prendre ces décisions parce que ça coûte excessivement cher. Ces éclaircissements de la direction en charge des infrastructures mettent certainement fin à ces polémiques autour des réalisations de la structure. Comme pour confondre ces détracteurs, les responsables appellent les intéressés à descendre sur le terrain pour constater l'effectivité des travaux. Alors, vous constatez avec moi, lorsqu'on a trop d'argent volé dans le ventre, on a de la peine à parler. Et ça crée la polémique. Ce monsieur ne savait plus comment justifier les fonds qui sont sortis pour l'entretien routier, vous voyez. Vous voyez donc ce qui se passe. Il y a des argents qui sortent, mais hélas, ces argents se retrouvent dans les poches des individus. Lorsqu'on leur demande maintenant de se justifier, ils ont de la peine. Ils vous disent même comment on fabrique des routes, alors qu'ils ne savent même pas comment ça se passe en matière de route. Il est tout simplement en train de délirer. Malheureusement, c'est le constat que nous faisons. Je ne voudrais pas... je connais très bien cette situation. C'est par dessein d'ailleurs que j'ai choisi ce reportage. Alors, on sort avec vous. Désiré Elouga, finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Déjà, l'émission déjà qui touche du doigt une des réalités criardes que vivent les communes dans nos différents arrondissements n'a pas été choisie au hasard. Certainement, c'est sur un constat, c'est sur une observation. Et cette observation, je le dis, est tout à fait logique. Maintenant, la suite, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau des communes? Les maires, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils ont déjà en charge le problème de la gestion des fonds, qui ne sont pas pour le suivi de certaines opérations. Il n'y a pas véritablement de transfert de ressources. Il n'y a pas véritablement cela.
Du coup, ça fait en sorte que ça biaise au niveau même de la formation des acteurs qui sont déjà sur place. Parce qu'il faut bien payer tous ceux qui viendront les former. Mais est-ce que les maires n'ont pas le pouvoir d'aller chercher ces agents? Ils ont la décentralisation leur demande d'aller chercher l'argent là où il y a plusieurs... C'est ce qu'on appelle fonds propres. Vous attendez toujours que l'État vous donne alors que vous pouvez vous-même avoir des fonds propres. À quoi serviront donc ces fonds propres? Puisque là, c'est vrai, la plupart du temps, il y a des partenaires étrangers qui viennent et des partenaires techniques. Encore qu'il faudrait savoir quels sont les cahiers de charges de tout un chacun. Qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit. Maintenant, lorsqu'on essaie de voir au niveau technique, même proprement dit, après, lorsqu'on a formé, il faut avoir un suivi. Et il faut un suivi de tout cela. Il faut la mise en place, en plus des compétences, mais également d'un transfert de technologie. Nous ne l'avons pas. Vous voyez un peu. Nous faisons toujours avec les moyens de bord que nous avons. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des outils existants. Nous n'avons pas jusqu'à présent aucun maire qui a pu essayer un peu de changer même la mentalité ou alors de changer les ouvrages ou alors les infrastructures existantes déjà dans sa localité. Ou bien au sein même c'est parce qu'il n'y a pas de moyens ou bien parce qu'il n'y a pas une véritable... il n'y a pas une véritable volonté, il n'y a pas un avis réel de le faire. Le problème, c'est la volonté politique. Voilà. En plus de la volonté politique, il y a un problème de lenteur administrative. La lenteur administrative fait en sorte qu'il y a un besoin qui est même visible. Est-ce qu'au niveau des mairies, on parle encore des lenteurs administratives? D'autant plus que s'il y a des engins, on leur demande, le maire ne va pas demander au préfet s'il va aller aménager une piste. C'est ça qu'on appelle lenteur administrative, quand il faudra que les dossiers partent du ministère pour vous attirer. Mais là, c'est une action qui est menée directement par les communes. Où sont les lenteurs administratives là-bas? Sauf que la plupart du temps, tout passe encore par ces mêmes sous-préfets. Même quand on veut interréagir, on passe toujours par le sous-préfet qui essaie encore de bloquer le dossier. On sort rapidement, oui. Ce que je voudrais noter pour sortir, c'est qu'est-ce que nous on peut faire et qu'est-ce que la commune peut faire. Ce que nous on peut faire sur le plan local, c'est que nos communautés locales, nos associations locales de quartier passent de l'étape du football de 7 heures, la bière à 10 heures et la réunion à 15 heures pour revenir à l'orthodoxie d'antan, à curer les caniveaux chaque dimanche. Et au niveau de la mairie, qu'on puisse déployer une politique stratégique qui puisse donner quelques grains de fonds pour organiser des séminaires de formation, de sensibilisation de ces populations afin d'assurer la gestion durable de nos... Encore que ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça ne demande des séminaires, ça ne demande pas d'aller chercher nos crédits à OFECOM pour en faire ou bien je ne sais pas quoi. On ne dira pas que là aussi les moyens manquent, forcément. Alors, Badi de Togo. Oui, pour en sortir, les solutions, c'est quoi? Les solutions, d'abord, au sein pour le magistrat municipal, il est important que le magistrat municipal mette sur pied un plan d'investissement, d'assainissement, autant pour moi, et de gestion des infrastructures lors de sa prise de fonction officielle. Cela lui permettra, n'est-ce pas, de voir les infrastructures qui existent déjà et qui sont de sa compétence et prévoir comment est-ce qu'il faut dégager, trouver les moyens pour assainir ces infrastructures. Pour maintenir de façon pérenne ces infrastructures. Et le deuxième élément qu'il doit prendre en compte, n'est-ce pas, c'est la sensibilisation de la communication qu'il doit mettre sur pied au sein de la population, en contribuant avec les services qui sont au sein de la mairie, les services compétents qui sont au sein de la mairie, pour descendre dans les quartiers, sensibiliser les populations à l'effet, n'est-ce pas, de respecter tout au moins, n'est-ce pas, un certain code de déontologie. Et apporter aussi, il faut le relever, un appui conséquent en matériel aux associations des quartiers pour qu'ils puissent véritablement aussi contribuer à assainir nos cités. D'ailleurs, la journée, on a beau fait d'ailleurs d'imaginer cette journée citoyenne qui est le jeudi, mais c'est devenu plutôt une journée de fermeture des boutiques. Même ces services d'hygiène et de salubrité qui devraient quand même sillonner ces villes, ces quartiers, pour regarder qui est en train de travailler, qui n'est pas en train de travailler, afin maintenant d'amender, puisqu'ils aiment bien de l'argent. Personne ne le fait et on nous fait penser véritablement qu'ils font le travail. Ils n'en font pas. Et il faudra qu'ils fassent exactement leur travail, ce travail d'assainissement. Il faut que nos sommets, il faut que l'exemple vienne des collectivités territoriales décentralisées pour que les populations prennent le rythme. Parce qu'il faut toujours quelqu'un pour montrer le chemin. Si ces gens-là ne montrent pas le chemin, qui prendra dans le chemin? Chacun dira « je n'en sais rien ». Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Merci à vous, très chers panélistes, d'être arrivés là ce soir. Je voudrais citer Talom Tobouduk, René, expert environnementaliste,
déjà connu des téléspectateurs des regards sur les communes. Désiré Louga, ingénieur environnementaliste, nous a rejoint ce jour. Merci à vous, Désiré. Et Basile Togo, notre consultant permanent, juriste, expert en développement local. Vous étiez là, tous les trois, pour les murs, les ménages, pour le bonheur de nos téléspectateurs. Madame, Monsieur, retrouvez ce programme en rediffusion dès vendredi 21h, dimanche 18h et lundi 22h. Et moi, je vous retrouve certainement mercredi prochain. Nous serons là, certainement pour une autre thématique, pourquoi pas, des plus intéressantes. D'ici là, portez-vous bien.